Et donc, vient une petite partie qui s'appelle Quand on veut ou on peut. Imaginez qu'il y a 15 ans, vous avez donné une guimauve à des enfants, vous leur avez demandé d'attendre 15 minutes avant de le manger, en leur promettant une seconde guimauve s'ils tenaient bon. Les enfants ont eu naturellement du mal à patienter, vous avez noté le temps que chacun a réussi à tenir avant de céder et vous avez laissé passer 15 ans. Vous serez étonné d'apprendre que parmi ces enfants, ceux qui ont résisté au plaisir de goûter à la première guimauve ont, des années plus tard, plus d'avantages que ceux qui ont cédé, y compris sur des mesures concernant la santé physique, mentale et les capacités cognitives. Une expérience, probablement, vous avez peut-être entendu parler, hein, donc on propose un bonbon à un enfant, on lui dit t'attends, s'il arrive à attendre le temps qu'on lui demande, on lui en donne plus, etc. Et donc on se dit, bon bah voilà, c'est assez fou les proportions que ça peut avoir quand on regarde cette expérience. Ce dilemme communément appelé test de la guimauve a longtemps dominé la recherche sur le pouvoir de la volonté des enfants. C'est dans les années 1990 qu'un psychologue de Stanford, Walter Mischel, et ses collègues ont publié une étude révolutionnaire en montrant que ceux qui résistaient à la tentation de la première guimauve avaient des années plus tard des compétences générales, verbales et un raisonnement mathématique plus élevé selon les scores de l'examen standardisé pour l'admission aux universités des États-Unis, le SAT, Scholastic Assessment Test, ainsi qu'un indice de masse corporelle plus faible. En quelque sorte, si nous résistons à la tentation de la guimauve enfant, nous aurons plus de chances d'avoir un cerveau mieux développé, un contrôle de nos pulsions et un signal prometteur de succès futur. Ce qui est mesuré, c'est en fait la capacité à résister à l'automatisme que nous avons exploré dans le chapitre précédent. Mais une nouvelle étude publiée en 2018 a remis en question tout ce concept. Les chercheurs ont analysé les données de l'étude de Mischel et constaté que les enfants participant à l'étude venaient de la garderie de l'université Stanford, ce qui représente un biais évidemment très important. Sceptiques quant à la découverte de Mischel, ils ont alors reconstitué l'expérience en ajustant le plan expérimental de manière importante. Ils ont utilisé un échantillon beaucoup plus important, plus de 900 enfants, et surtout plus représentatif de la population générale en termes d'origine ethnique et de niveau socio-économique des parents. Pour référence, Stanford, c'est une des universités d'élite aux États-Unis, donc on s'entend que le prix des universités aux États-Unis fait que si, et notamment de Stanford, si vous avez des enfants à la garderie de Stanford, probablement que vous avez une situation socio-économique très stable, que vous avez des compétences intellectuelles très développées, parce que vous travaillez probablement dans une université, quoi, si vos enfants sont à la garderie de l'université. Ils ont analysé ensuite les données en tenant compte de facteurs comme le revenu du ménage, l'environnement familial de l'enfant à l'âge de 3 ans, le nombre de livres observés à la maison. Une fois tous ces ajustements réalisés, il n'était plus possible de trouver une corrélation entre la performance au test de la guimauve de l'enfant et ses attributs futurs. En d'autres termes, ceux qui, enfants, ont fait preuve de volonté n'ont pas de meilleure garantie de réussite une fois adultes. Donc voilà, grosso modo, quand on réajuste les choses, on se rend compte que quelque chose qui peut être vrai pour un milieu donné et un contexte donné, c'est pas vrai tout le temps. On peut pas tirer une conclusion globale parce que l'expérience n'est pas assez randomisée, entre guillemets. Comment interpréter de tels résultats? Il semble en effet que l'équipe de Mischel, en réalisant son étude sur les enfants de la garderie de Stanford, n'a pas estimé pertinent de noter que cet échantillon ne représentait que des enfants qui grandissaient dans des environnements relativement stables. Or, la nouvelle étude de 2018 a montré que c'est justement la stabilité du contexte social et économique de l'enfant qui lui a permis de résister à la guimauve. Ce contexte et non la capacité de résister à l'automatisme en retardant la gratification. Et encore une fois, ce qui se cache derrière le succès futur des enfants, les scores de SAT des adultes ne sont prévisibles que si ces adultes ont grandi dans des environnements sociaux et économiques stables. Grosso modo, en fait, on a inversé la cause et la conséquence. Parce que quand on regarde, on se dit les enfants qui mangent pas la guimauve, ils vont réussir mieux dans la vie. Sauf qu'en réalité, c'est les enfants qui vont réussir mieux dans la vie qui mangent pas la guimauve. Pourquoi c'est différent? Parce qu'en fait, ces enfants qui vont réussir mieux dans la vie, c'est dû au fait qu'il ait un contexte socio-économique stable et que c'est plus propice au développement de la capacité d'attendre, parce qu'en fait,
Si votre environnement, il est pas stable dans le sens où si vous ne savez pas si dans 5 minutes, vous allez encore avoir... Enfin, si vous avez l'habitude d'avoir faim et de pas savoir si demain vous allez avoir à manger ou quoi, vous n'êtes pas forcément du genre à faire des réserves en vous disant ouais, non, mais moi j'ai de la volonté, je vais attendre, je vais ci, je vais ça. Vous dites juste, il y a à manger, bah, je mange en fait, parce que j'ai faim. Par contre, si votre contexte vous permet de faire des calculs sur l'avenir en disant ah ouais, mais si j'attends, j'en aurai 2, si j'attends très longtemps, j'en aurai peut-être 3, etc. L'enjeu, il peut valoir plus le coup en fait, parce que bah, vous vous dites ouais, je vais faire le truc quoi. Mais aussi parce que votre environnement vous permet d'imaginer que ce que vous avez maintenant, ça va pas vous être pris des mains entre guillemets quoi. Dans la pratique, les scores de SAT suivent de près le revenu familial. Plus le revenu familial est élevé, plus le score de SAT est élevé. Les mesures du mérite sont donc difficiles à dissocier de l'avantage économique. Même au sommet de la hiérarchie universitaire, où le critère du mérite devrait s'imposer, le paramètre le plus effectif reste l'origine sociale. Les étudiants de Harvard, pris collectivement, présentent un profil familial moyen correspondant à la tranche des 2% des familles les plus riches des États-Unis. Cela nous rappelle le paradoxe du QI, où de la même façon, plus l'environnement dans lequel les enfants grandissent est instable, plus il devient difficile de prédire leur trajectoire. Cela nous rappelle aussi une des influences les plus déterminantes sur nos chances de transformer notre potentiel en réussite, qui sont nos parents. Ce n'est pas l'héritage financier dans son essence qui explique ce pattern. Ce qui est plus important que d'hériter de biens ou d'actifs financiers, c'est d'hériter de ce qui en découle, de ce que l'argent permet d'acheter, une éducation d'élite. Faut peut-être remettre un peu de l'eau dans le vin de ce truc de quand on veut on peut. Vous voyez, la volonté des enfants, ça traduit une capacité plus tard. Se pose la question de le rôle du capital économique familial dans la réussite scolaire. On dit ok, bon, il y a évidemment un lien, faut se pencher là-dessus quoi. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'au début du collège unique en France, donc le moment où on a commencé à dire ok, il y a un collège pour tout le monde et on ne sépare pas trop par niveau, toutes ces choses là quoi. Et bah l'école s'est perçue et c'est une ascension, enfin c'est une opportunité d'ascension sociale et d'égalité des chances quoi. Chacun va pouvoir arriver et dire vous avez qu'à bien travailler à l'école et comme ça vous allez pouvoir avoir une ascension sociale quoi. Il y a des études nationales qui montrent qu'en réalité la reproduction sociale elle change pas quoi. Vous avez beau donner accès à vos enfants à une éducation pour tout le monde. La question se pose de savoir qui a des parents qui comprennent le matériel étudié, qui a des parents qui peuvent aider pour faire les devoirs, qui a du temps pour faire ses devoirs plutôt que, je sais pas moi, aider les parents à travailler ou je ne sais quoi. Donc il y a plein de conditions matérielles, encore une fois, qui vont justifier que la reproduction sociale s'opère quand même. Le rôle de l'école privée, c'est de dire, on a des conditions d'apprentissage qui sont pas les mêmes pour les riches et les pauvres. Donc on va favoriser l'apprentissage des riches et pas celle des pauvres. Au-delà de ces conditions à ce moment-là, il y a des études qui ont montré aussi que, en fait, dès la petite enfance, être un parent avec un capital économique élevé, c'est en réalité être un parent aussi avec un capital social élevé. Et ces deux choses-là, ça va souvent avec le fait de plus parler à ses enfants, plus lire à ses enfants, avoir un apprentissage, un environnement d'apprentissage plus stimulant, que ce soit par le choix des jouets qui sont achetés ou pas, justement la quantité de jouets mis à disposition ou pas pour apprendre des choses. C'est-à-dire que dans les familles pauvres, on va chercher des jouets... J'extrapole un peu parce que là je suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'elle dit, mais il me semble que l'idée aussi c'est un peu genre dans une famille pauvre on va chercher à acheter des jouets pour que les enfants ils s'occupent, ils s'amusent, etc. Et dans les familles riches il y a quand même cette culture de l'éveil musical, l'éveil à telle ou telle chose, de ramener les enfants à on veut que vous vous amusiez très bien mais il faut qu'il y ait un intérêt, il faut que vous appreniez quelque chose quoi. Derrière ça, il y a aussi un truc de patrimoine social, entre guillemets, plutôt que de patrimoine économique. Les parents privilégiés, en fait, ils ont déjà un patrimoine social élevé, de manière générale. Et ce patrimoine social élevé, en fait, il mène à une meilleure connaissance du milieu scolaire. Et donc,
C'est aussi pour ça qu'on parle souvent des fils de profs, etc. Parce que en fait, les profs sont une catégorie particulière de la population qui sont, et encore moins maintenant, sont pas dans une catégorie aisée, mais dont les parents ont des codes sociaux qui leur permettent de plus facilement avoir du succès à l'école et donc par là d'avoir une ascension sociale un peu plus probable. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les récits de transfuges de classe, donc des gens qui sont nés dans des familles un peu pauvres et qui finissent par être reconnus pour leur excellence dans telle ou telle chose. C'est souvent qu'il y a enfin, quand on regarde leur background familial, assez souvent on retrouve des profs et des choses comme ça, quoi. Donc on en vient à discuter de le rôle du capital socio-culturel dans la réussite scolaire. Bourdieu, il parle de ce qui s'appelle l'habitus. Donc Bourdieu, si vous ne savez pas qui c'est le saint-père de la sociologie. Hein. Enfin, grosso modo, hein, si vous vous intéressez un tout petit peu à la sociologie, vous allez tomber sur Bourdieu. Et donc il parle de l'habitus, et l'habitus, c'est l'ensemble des pratiques, dispositions et goûts qui organisent la participation d'un individu à la culture d'un groupe. Comme ça a l'air un peu abscon. Enfin, ça a l'air un peu compliqué et on comprend pas très bien ce que ça veut dire ni pourquoi. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est l'ensemble du savoir-être qui est inculqué aux éléments d'un groupe, qui leur est spécifique. Et c'est le fait de reproduire ce savoir-être qui va le renforcer au sein du groupe, grosso modo. Et notamment, quand on va parler de capital socio-culturel, c'est que quand on va parler des gens qui réussissent bien à l'école, et ben ils vont inculquer ces codes de bien réussir à l'école à leurs enfants. C'est la partie entre guillemets héréditaire qui est déguisée en comportement et en compétences personnelles. C'est-à-dire que quand on va dire ah oui, tel enfant il est bien sage, il s'assied bien, il écoute bien en classe, c'est pas ça tombe pas de nulle part, ça tombe de son éducation qui est propre à l'éducation de gens qui ont rencontré du succès à l'école ou financièrement, etc. Et donc qu'on ce rapport-là à l'éducation qui est entraîné, qui est renforcé, et donc qui fait que ils ont cet avantage-là, quoi. Mais il y a aussi le milieu éducatif va tendance à promouvoir des gens qui sont comme eux. Parce que en fait, c'est un biais, mais il y a un truc assez con de si vous êtes prof et que vous vous reconnaissez entre guillemets dans tel ou tel élève, et ben vous allez avoir un attendrissement, une attention particulière ou pas. Ça dépend à quel point et selon votre éthique de travail, que ce soit par un biais ou que ce soit très conscient, vous allez favoriser ces élèves-là, quoi. Nous réalisons que, depuis l'enfance, les capitaux social, économiques et culturels des parents déterminent le plus qui prendra une voie académique royale et qui se retrouvera dans une impasse. Les talents et l'effort sont certes des avantages appréciés, mais la meilleure chose à faire pour réussir reste de naître dans un foyer riche et instruit. Donc en vient le rôle du milieu familial dans la santé globale. Parce qu'effectivement, l'expérience de la Guimauve, elle nous montrait qu'on prédisait à la fois la réussite scolaire, mais la santé physique. Donc ok, là on a montré pourquoi la réussite scolaire c'est un peu pas si simple que ça et ça se joue par le capital, etc. Socio-économique des parents. Est-ce que c'est aussi le cas pour la santé? Et donc on se pense là-dessus. Encore une fois, on revient à ce truc que les milieux socio-économiques élevés donnent des meilleures conditions d'éveil aux enfants, notamment en petite enfance. Et ça, selon des études, ça a montré que ça menait une meilleure santé. Par ailleurs, il y a un truc qui est comme logique, entre guillemets, c'est que si on raisonne en cas extrême, on peut se dire aussi les gens qui sont dans l'extrême pauvreté, ils sont dans des milieux de privation. Le plus évident, c'est d'imaginer un enfant qui se prive de nourriture et qui est sujet à de la malnutrition. Ses conditions d'éveil et sa santé vont être dégradées, évidemment. Maintenant, à moindre échelle, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que si que vous soyez élevé dans une famille d'enfants de millionnaires ou d'enfants de gens de classe moyenne, eh ben vous n'avez pas les mêmes accès aux choses et donc vous n'allez pas avoir les mêmes conditions d'éveil, vous n'allez pas avoir la même santé parce que ça a un impact encore une fois. Plus de ça, il y a d'autres choses qui sont plus courantes dans les milieux défavorisés, c'est la dépression, l'anxiété, le stress,
Parce qu'en fait, tous ces trucs-là, c'est lié à l'inégalité. C'est pas la seule chose qui l'explique. Hein. Il y a des gens riches qui sont dépressifs, qui sont stressés, qui sont anxieux, etc. Mais il y a quand même un fort lien, c'est-à-dire que, en fait, on se rend compte qu'en ce moment, en France et dans beaucoup de pays, le nombre de dépressions, le nombre de burn-out, le nombre de choses augmente parce que les conditions de travail, de vie se durcissent, quoi. Et est-ce que le problème, ce serait pas le capitalisme? Évidemment, le problème, c'est le capitalisme. Et donc, on se retrouve avec des conditions difficiles et qui font que, si vous êtes dans une situation précaire, vos conditions de vie sont plus difficiles, vous allez être plus sujet à la dépression, soit parce que vous êtes plus sujet à ça parce que votre santé générale est un peu diminuée, mais aussi parce que vous êtes plus sujet à vivre des expériences traumatisantes. D'une manière ou d'une autre, quand on parle je sais pas moi, il y a des choses de la vie de tous les jours que les personnes pauvres vivent plus facilement que les personnes riches, quoi. Que ce soit ne serait-ce que lors de la privation de nourriture, de sommeil, de je ne sais quoi. Pour revenir encore une fois à l'aspect politique du sujet, c'est que, encore une fois, glorifier le talent, parler de les gens qui ont un talent, qui sont doués, qui sont ci, qui sont ça mène à cacher cette part d'inégalité parce qu'en fait, tout le monde n'a pas accès au talent de la même manière, quoi. À l'échelle des groupes sociaux, les stress répétés entraînent une exposition chronique à des réponses endocriniennes et finissent par provoquer ce qu'on appelle une charge allostatique, soit l'usure des corps qui s'accumule lorsqu'on est exposé à des stress répétés et chroniques. Ces facteurs ne signifient pas que les personnes défavorisées le sont dans leur capacité intellectuelle innée, mais que leur potentiel, quand ils existent, ne sont tout simplement pas respectés ni exploités par la société. En particulier pour les personnes ciblées par des stéréotypes qui portent sur le fardeau de devoir constamment prouver leur valeur. Lorsque nous glorifions le talent, nous devenons inconscients du poids de ces facteurs et de ce qu'ils infligent à notre corps et à notre esprit. Les types de loisirs et la qualité des nutriments qui traversent les corps deviennent des indicateurs qui élargissent les écarts sociaux, jusqu'à rigidifier toute impression de fluidité sociale. On ne peut ignorer l'impact de ces destins collectifs dans la construction de notre santé, mentale et physique, sur laquelle reposent nos compétences. Si on ne prend pas en compte tous ces trucs-là, non seulement on ne voit pas une partie du problème, mais en plus on naturalise et on renforce ce système-là, quoi. Et c'est pour ça, quand on a des profs qui parlent de l'égalité des chances, c'est d'autant plus rageant, entre guillemets, parce que c'est des gens qui vont être acteurs de système et qui, par leurs pensées et leurs biais, justement, vont renforcer qui prétendent qu'il n'existe pas, quoi. Suite à ça, ça dit « Ce déni est chargé de présupposés mêlant des stéréotypes culturels et une idée implicite de hiérarchie. Finalement, la notion de mérite, pour citer la philosophe française Chantal Jacquet, se vide de tout son sens, car on ne saurait considérer comme ayant déterminé ceux qui n'ont pas eu la force de s'efforcer et ceux qui s'efforcent et ne réussissent pas. » La formulation, elle est un peu étrange, mais c'est vraiment le truc de... en fait, comme on attend plus des personnes qui sont soumises à de la discrimination, je parlais de racisme, mais c'est valable pour le sexisme, les LGBTQI-phobie, en fait tout le validisme, toute forme de discrimination, en fait. Si les gens sont soumis à une discrimination, ils ont besoin d'être de base meilleurs, entre guillemets, pour arriver au même niveau, quoi. Et donc, on ne sait pas faire la différence dans ceux qui échouent entre ceux qui, dans une société méritocratique, encore une fois, hein, parce que c'est toujours l'enjeu de faire le tri entre ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas. Et ceux qui ne méritent pas, on se retrouve avec les gens qui, à la fois, n'ont pas fait d'efforts, parce que c'est le narratif, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas fait d'efforts, qui avaient les moyens, mais qui n'ont pas fait d'efforts. Ça peut être un fait, hein, je veux dire, dans l'absolu. Quelqu'un qui... Le principe même de libre arbitre fait que quelqu'un peut décider de ne pas avancer dans le sens des avantages de sa condition, etc. et ne pas remplir son potentiel à ce niveau-là. Mais ça ne fait pas non plus la différence entre ceux qui ont fait des efforts, mais dont les efforts n'étaient pas suffisants compte tenu du fait qu'ils ont commencé la course avec 300 mètres de retard, quoi. Comme tout le monde, on court tous un 100 mètres, mais pas avec le même point de départ, donc qui n'est pas vraiment un 100 mètres pour tout le monde, on fait le tri en disant « Ah oui, vous avez couru vite », mais en fait, l'enjeu, c'est pas que ça, quoi. Du coup, on en vient à discuter famille, art et sport, et donc, toujours
pour discuter du rôle de la famille et de son impact dans comment évoluent les enfants et les individus. Du coup, Michael O, qui est un psychologue, qui différencie cinq groupes d'enfants qui font de la musique, de exceptionnellement incapables jusqu'à ont essayé un instrument mais ont abandonné. Et donc, grosso modo, donc, il va voir ces différents groupes, voir qui a du talent et qui n'en a pas dans la musique. Et en fait, il se rend compte que le facteur déterminant, c'est l'implication des parents. Alors l'implication des parents dans une certaine mesure, c'est-à-dire que acheter un instrument, payer des cours, faire du suivi en pratique, que ce soit vérifier que l'enfant en question ou pas, il fait ses exercices, il travaille, il veut y arriver, etc. Encore une fois, on revient sur le sujet des moyens, parce que acheter un instrument c'est bien, mais un instrument ça peut aussi se casser, ça peut aussi se désaccorder. Si vous jouez du piano, un piano ça coûte la peau du cul. Faut aussi le réaccorder tous les X temps, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et il y a vraiment ce facteur différenciant de est-ce que les parents sont investis dans la pratique de cet enfant. Et ça va de choses très concrètes comme ça, à aussi des choses de l'ordre de juste valoriser ce que fait l'enfant, notamment si vos parents, si vous jouez de la musique, qui vous donnent de quoi jouer de la musique, mais qu'ils en ont rien à battre, qu'ils vont pas voir, je sais pas, vos concerts, etc., et ça n'a pas le même impact que si vous avez vos parents qui sont vos premiers fans et qui vous encouragent, etc., quoi. Parce qu'il y a un soutien financier, il y a un soutien matériel, mais il y a aussi un soutien psychologique qui est d'une certaine manière un soutien matériel aussi, quoi. En fait, même chose, on voit la même chose dans le sport. Il y a ce rôle de parent qui est déterminant, quoi. Quand on regarde certains sportifs et sportives connus et exceptionnels, assez souvent on trouve qu'il y a une lignée de sportifs connus exceptionnels, quoi. Projet Mbappé, ouais, il y a vraiment ça aussi, quoi. On en a déjà parlé la dernière fois, c'est que pour les classes populaires, le sport, ça peut être un moyen d'ascension sociale, et donc il y a des gens qui investissent dans leurs enfants pour qu'ils soient bons en sport, etc. Et donc par ce moyen-là, font tout pour que leurs enfants puissent s'émanciper socialement. Et puis donc il y a une étude rétrospective sur les grands sportifs qui montre l'importance des parents, mais pas seulement, parce qu'en fait on parlait de parents, mais ça marche aussi pour les coachs, les profs, tout ce que vous voulez, quoi. Et leur présence dans le début d'apprentissage, leur suivi de l'orientation des enfants, de la pratique intensive, leur permettre de persévérer quand il y a un doute, un risque d'abandon, etc. C'est-à-dire que si, par exemple, vous dites «Ah, c'est marrant parce qu'il dit ça, mais moi, j'ai fait beaucoup de musique, mais mes parents, ils m'ont pas trop suivi», peut-être vous avez eu un prof ou une prof qui était investie dans le fait de vous apprendre les choses, de s'assurer que vous abandonniez pas parce que il ou elle s'est dit «Ah oui, mais je me reconnais dans telle personne, ce serait dommage d'arrêter, là tu t'en sors bien, vas-y, je crois en toi», etc., qui va remplir ce rôle de coach que potentiellement vos parents auraient pas rempli. Des fois c'est les deux, hein, des fois on a les deux. Mais donc c'est pas juste un enjeu de famille, en fait, c'est un enjeu d'entourage. Parce que ça peut être aussi des amis. Il y a vraiment le rôle de l'entourage. Donc voilà, il y a, comme on disait, hein, il y a le soutien matériel, il y a le soutien financier, etc. Il y a aussi le soutien émotionnel, il y a aussi le soutien informatif. Vous êtes un bassiste et vous aimez faire du punk rock, et votre prof il vous dit «Ouais, c'est cool, mais par contre, enfin, tu vas faire doom 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 doom, et à un moment ça va te faire chier, vas-y, regarde d'autres genres, c'est intéressant». Ouais, c'est une bonne information à avoir pour devenir performant dans le domaine, quoi. Et c'est pareil dans le sport, c'est pareil dans plein de choses, quoi. Il y a aussi un soutien logistique, parce qu'en fait, des fois, l'enjeu, c'est juste de dire peut-être vous auriez eu l'occasion d'aller faire des cours très bien, mais vos parents, ils n'étaient pas investis dans le fait de vous faire du suivi, etc. Mais ces cours très bien, ils faisaient le boulot de vous y amener en bagnole après votre journée d'école, etc. Et donc, il y a toute forme de soutien qui vont tout avoir un impact assez important et qu'on a tendance à facilement négliger, en fait. Notamment, il y a des soutiens qui sont particulièrement importants, qui sont les soutiens émotionnels et psychologiques, parce qu'en fait, ça va jouer sur des choses de l'ordre de l'estime de soi, réduire le stress et la pression. Et comme on l'a vu dans l'extrait qu'on a lu tout à l'heure, le stress notamment et la pression, c'est des choses qui vont avoir un impact concret sur votre santé,
mais aussi votre motivation à aller plus loin, à avancer, etc. Et donc ça permet ou pas de s'améliorer, quoi. Et donc on se rend compte quand on regarde ces athlètes et ces musiciens, musiciennes de haut niveau, que c'est souvent des gens qui ont bénéficié d'un environnement enrichi, qui ont des parcours exceptionnels. Et l'environnement enrichi, c'est vraiment ce truc de... Ils ont un entourage qui leur a permis d'avancer mieux, d'avoir des meilleures opportunités, que ce soit encore une fois financier, matériel, psychologique, de soutien, etc. Et notamment, les exemples qui sont donnés, c'est, on regarde Mozart, son père qui était encore une fois quelqu'un qui s'intéressait à l'apprentissage du violon, etc. On regarde Tiger Woods, dont le père, si je dis pas de bêtises, était golfeur aussi. On regarde Serena et Venus Williams, dont je crois que les deux parents étaient tennisman et tenniswoman. Donc il y a vraiment un truc de quand on a une famille très impliquée, ça a tendance à faciliter les choses, quoi. Puis un exemple, celui-là je vais vous le lire parce que je le trouve vraiment incroyable. Un autre exemple, une autre histoire familiale est encore plus troublante. Imaginez que j'ai décidé aujourd'hui d'entreprendre de démontrer que dans la manifestation du talent, ce sont la pratique et le soutien approprié qui sont essentiels plutôt que le talent naturel. Je tente alors une expérience humaine pour tester cette théorie sur mes propres enfants dans le but de dissiper le mythe du génie. Cette expérience a réellement eu lieu, c'est ce qu'a fait Laszlo Polgar. Polgar était un psychologue de l'éducation et un fervent opposant à la théorie du génie inné. Il a donc cherché une femme qui accepterait de participer à son audacieuse expérience, et ils ont tous les deux préparé leurs 3 filles à devenir championnes d'échecs. Ils les ont soumises à de nombreuses heures de pratique avant qu'elles n'aient 4 ans. Suzanne, la fille aînée, est devenue la première championne du monde à atteindre le statut de grand maître d'échecs. Sophia, la cadette, a remporté 8 matchs consécutifs dans la magistrale d'Iroma contre les plus grands joueurs masculins. Judith, la benjamine, est devenue la plus jeune grand maître de l'histoire, homme ou femme, et elle est considérée comme la plus grande joueuse d'échecs de tous les temps. On est capable de montrer par l'expérience, entre guillemets, quoi, que si les conditions sont réunies, on peut prévoir et anticiper et dire bon ben voilà, ces enfants-là, ils auront un succès garanti, entre guillemets.